Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus corrompu de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Land. Désolé du retard pour cette review, le chapitre est sorti alors que j'avais vraiment micro chez mes parents, Pirate Yakuza est arrivé entre temps, enfin vous connaissez quoi. Ça c'est ce que j'avais écrit à la base et la review aurait dû avoir seulement quelques jours de retard, mais j'ai chopé à nouveau une énorme grippe entre temps, j'étais dans un état lamentable, merci de votre compréhension. Content de vous retrouver ce mois-ci en tout cas. Ça fait du bien de reprendre le rythme normal, après la grosse double review du dernier mois, qui vous a d'ailleurs beaucoup plu et je vous en remercie. Pas autant d'actu ce mois-ci, si ce n'est que le tome 5 de The Jojo Land est daté en France pour le 16 avril. Comptez sur moi pour la review orthographique sur Twitter, comme d'habitude. Je vous invite encore une fois à aller soutenir Manga Évasion si ce n'est pas déjà fait, la cagnotte stagne énormément, et ils ont besoin d'au moins la moitié pour s'en sortir. Je compte vraiment sur vous, c'est tenu par des personnes exceptionnelles, qui ne méritent pas de finir comme ça, c'est important pour la prospérité des boutiques indépendantes en France en plus. Ce mois-ci, The Jojo Land a 2 ans. Le temps passe à une vitesse ahurissante, purée. J'espère que vous suivez la voie que vous voulez depuis février 2023. C'est en tout cas toujours un plaisir fou que de vous faire ces reviews, et même si la régularité commence à baisser un peu car j'ai énormément de taf entre autres, c'est pas prêt de terminer. Bref, ne tardons pas plus. Rien à signaler pour Ultra Jump, Jojo est tout timide, et voici la cover du chapitre. Deuxième partie du recouvrement de la banque Dolphin. J'aime beaucoup. Cette enluminure Jojoen rappelle un peu certains symboles des précédentes parties, c'est très classe. Allez, il est temps de retourner sur ce foutu bateau pour voir la première confrontation entre notre groupe et Howler. On a eu le droit à un très gros chapitre ce mois-ci, entièrement focalisé sur la confrontation dans le bateau, avec une situation de Meryl laissée en suspens pour le moment, et de surcroît, beaucoup d'éléments de lore, notamment quant à Howler, on a donc du pain sur la planche. Car en effet, le chapitre va s'ouvrir avec un flashback de Howler. Il s'agit purement et simplement du flashback présentant son passé avec la roche, ou en tout cas une partie, que je théorisais depuis ces dires du chapitre 17. Ravi qu'on y soit, surtout qu'il est absolument fantastique, il est donc temps de voir ça. Il s'ouvre avec une présentation de la maison de famille de Howler, se trouvant sur le versant nord du Walalai, grande étendue asséchée, recouverte d'un manteau de neige en altitude. J'aime beaucoup cette idée que, à la manière de la neige sur des terres si arides, la maison ressorte du décor. Grande, imposante, luxueuse, le contraste avec les environnements est puissant, et j'aime beaucoup ce que ça évoque. L'appropriation de la nature par l'homme, mais aussi l'aura de lieux interdits et secrets, dans lesquels il se passe des choses pas forcément réglo, ce genre de truc. Sera alors introduit un coffre au trésor, rempli de trésors entassés par toutes les générations de la famille Howler. On pouvait y trouver un tableau du Tintoret, et de nombreux objets historiques à forte valeur, obtenus évidemment contre de l'argent. C'est tout con, mais par la description de la chose, Araki nous fait encore nous questionner sur la valeur de ces échanges monétaires. Il sera bien précisé que ce sont des objets précieux, antiques, avec de l'histoire, ou peints par des grandes figures. Ceci dit, cédés pour au final de simples feuilles de papier. C'est de l'ordre de réflexion qu'on se fait quand on a 6 ans, je suis d'accord, mais reste qu'il y a un côté absurde à tout ça. Et c'est bien ce que The Jojo Land essaye de traiter, et ce, avec une approche philosophique et non manichéenne, dont j'ai déjà parlé dans ces reviews, mais sur laquelle je vais pas tarder à revenir aujourd'hui. Car en effet, en 1967, période de vie du grand-père de Howler, homme non nommé, que j'appellerai donc Papy Howler pour des besoins de compréhension, aura lieu une de ces fameuses absurdités. Et pour le coup, je pense qu'on a là l'une des dépictions les plus claires et évocatrices de ce concept depuis le début de la partie. Résumons donc. Un incendie va soudainement brûler tous les pâturages de la ferme Howler, menant la famille au bord de la faillite. Il sera révélé que le feu a été déclenché sur les ordres de Monte Bruto, un député de Hawaï, qui prétendait soudainement que la source d'eau était une propriété du pays, ce qui est, à première vue, une intention plus que louable. Même nous, lecteurs, étions scandalisés au même titre que l'opinion publique des habitants de Hawaï, en se disant que Howler privatise des sources d'eau, ressources pourtant absolument vitales et rares à Hawaï. Tout le monde devrait pouvoir en bénéficier. Là où la question se complique et se nuance, en 1967, c'est avec l'implication de la personne de Monte Bruto, et le contexte pour le moins très différent qui en découle. Rappelez-vous, l'Atrato a obtenu ces terres de manière légitime et honnête. Il les a héritées directement de la famille royale de Hawaï, en remerciement de sa découverte. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Hawaï, mais il est évident que ce Monte Bruto est un descendant, si ce n'est lui-même, de colons. Dans ce cas, encore aurait-il plus le droit d'avoir le contrôle de l'eau, même si c'est à des fins a priori vertueuses, que les habitants originels de cette terre et de leur volonté, en l'occurrence celle de donner la ferme à Howler? Il avancera de plus un argument sûrement valable juridiquement, mais malhonnête. L'accord entre l'Atrato et la famille royale n'était qu'oral.
Rien de formel, à l'époque c'est comme ça que ça se faisait. Mais en quoi est-ce que les règles actuelles sont plus valables, plus justes, et surplombent celles de l'époque? Dans la loi oui, mais qu'en est-il de la morale? Ce que je retiens de tout ça, c'est que la manière dont chaque événement est pris est une question de point de vue, d'époque, de personnes impliquées. La valeur des choses change selon ses paramètres. Et il en va de même pour la monnaie, ces bouts de papier auxquels on donne une valeur. Araki ne fait que jouer sur ces contextes et ces valeurs pour philosopher sur le fonctionnement de la société actuelle, depuis le début de The JoJo Lands. Et c'est juste génial. Il viendra d'ailleurs terminer la narration de cet événement en ajoutant 2 éléments, venant ajouter encore plus de nuances, et définitivement briser le manichéisme de la scène. Tout d'abord, venant enfoncer le clou pour rendre la chose encore plus explicite et ce Montebruto encore plus détestable qu'il ne l'était déjà, il s'avère que l'homme faisait en fait partie de la mafia hawaïenne, et qu'il cherchait à récupérer ces terrains non pas pour la bonne cause, mais pour développer des hôtels et des villas. Et enfin, Papier Howler viendra faire justice lui-même. En effet, alors qu'on découvre Montebruto à l'arrière d'une voiture, agissant de manière étrangement similaire à Howler dans le chapitre 21, question de point de vue, tout ça, hein, il va demander à son chauffeur de dépasser le camion devant lui, trop lent à son goût. Mais quelle erreur, puisque l'homme qui se trouvait dans ce camion n'est autre que Papier Howler, qui va gentiment lui caler une balle bien placée dans le crâne, faisant s'exploser la voiture. Quelle mise en scène, quelle violence, purée! Cette case avec le visage déformé de Montebruto est un régal absolu. Papier Howler finira par tuer aussi le chauffeur, innocent et il en est conscient, mais pour ne risquer de ne laisser aucun témoin, et ainsi de perdre la terre de ses ancêtres. Il le tuera en lui broyant le crâne avec un rocher, troll d'Araki en sachant pertinemment que les gens vont se demander si c'est un rocher de lave, ou alors c'en est vraiment un, et ça signifie le début de quelque chose. Je vais pas théoriser 40 ans là-dessus, mais ce genre de détail est toujours intéressant. Je me demande ceci dit comment Papier Howler s'en est sorti. Il n'y a pas eu de témoins certes, mais le gouvernement et la mafia ont forcément dû se demander ce qui était advenu de Montebruto. L'homme aurait-il usé de son influence et de son argent pour s'en sortir, corrompant toutes ses parties? Il y aurait rien d'étonnant à ça, mais sachant qu'il était financièrement dans la merde à l'époque, il y a quelques zones d'ombre, et je serais ravi de lire vos théories en commentaire. Est-ce que la lave aurait eu un rôle à jouer? Ou ce rocher là, même? On retrouve Papier Howler 10 ans plus tard, parlant à son petit-fils alors né. Qu'il est mignon le petit Howler. N'arrête jamais de dessiner les personnages enfants avec la même coupe qu'adulte, Araki, je t'en supplie. Il lui montrera le Did, lui disant que le versant nord du Walalai a toujours appartenu à la famille Howler. On comprend que si Papier Howler a pris le temps de créer un acte de propriété physique, clairement défini, à une ère où le numérique se répand, c'est pour éviter de vivre à nouveau une situation comme il y a 10 ans. Ici, pas de question d'accord uniquement verbal préjudiciable. Il y a un document officiel où il est écrit noir sur blanc que le terrain leur appartient. Posséder cet acte, c'est posséder le terrain, tout simplement. Ça nous permet de comprendre à nous, lecteurs, comment est-ce qu'on en vient à donner de la valeur à quelque chose au fil des âges, les raisons, les moyens, et ça renforce encore plus les enjeux du présent quant à ce Did. Plus que jamais, on comprend à quel point il est important et plein d'histoires qui plus est. Suite à ça, Papier Howler dira un truc ultra intéressant. Tout ce qui sort du coffre familial dont je parlais au début de cette review, finit par y revenir. Alors qu'on comprend évidemment que c'est sans aucun doute grâce à la lave, la page suivante, montrant le premier contact de Howler avec cette dernière, alors répartie au fond du coffre, viendra nous le confirmer. Par exemple, le tableau du Tintoret, d'ailleurs introduit de manière très intelligente au début du chapitre, avait été vendu il y a 10 ans pour que la famille se sorte de cette histoire d'incendie. Mais 10 ans plus tard, il s'avère que le marchand d'art l'ayant acheté appartenait à la mafia, et l'œuvre a donc été saisie lors de son arrestation. Papier Howler l'a donc ensuite sûrement racheté, ou elle lui est revenue de droit, étant le précédent possesseur. Les juristes des commentaires aideront comme d'habitude. Encore un exemple montrant à quel point le retour de la lave peut être long et indirect, 10 ans purée. Mais le tableau a tout de même fini par revenir. Comme si la lave avait sa propre volonté, je trouve ça fascinant. En tout cas, elle a définitivement sauvé la famille Howler de la ruine. La mise en scène de cette révélation était très cool, bien qu'un peu confusante. Il faut comprendre que le tableau vient d'être récupéré, c'est pourquoi les infos en parlent à ce moment précis. Papier Howler soulèvera un truc inédit, mais qu'on pressentait un peu au vu des réactions de Rohan dans les premiers chapitres de la partie. Il dira en effet que rien n'est éternel, et que la lave se détériore avec le temps. Latrato l'a trouvé sur ce qu'il appelle la montagne des dieux, et il n'y en a plus d'autres. Deux questions alors. Premièrement, comment Rohan a-t-il trouvé les siennes s'il n'en avait plus d'autres? Est-ce que c'est cette lave-là précise qu'il a volée à Howler d'une manière ou d'une autre? Ça paraît très étrange, surtout que Rohan l'a visiblement trouvé par terre, par chance. Alors c'est juste qu'il a réussi à en trouver d'autres sans que Howler ne le sache et comprenne comment? Ce qui expliquerait la réaction de Howler lors de son introduction au chapitre 17. Ce dernier se disant genre « Quoi? Mais c'est pas possible, il n'y en avait plus! Comment il a pu trouver de nouvelles roches ?» Et flippant, en sachant pertinemment la puissance de ce truc.
Deuxièmement, c'est quoi cette histoire de roche qui se désagrège exactement? Vous le savez, il se passe un truc en rapport avec ça à la fin du chapitre, alors on y reviendra en temps et en heure. Il y a en tout cas de nombreuses zones d'ombre dans cette histoire. Howler a-t-il encore une roche chez lui dans le coffre? Qu'est-ce que c'était que ces foutues expériences sur des dizaines de rochers que faisait Rohan? Essayait-il juste de voir quel rocher avait ses propriétés exceptionnelles parmi un échantillon? Mais pourquoi certains en auraient et d'autres non? Quelle est la variable qui détermine ça? On avance petit à petit, les réponses arriveront, j'en suis certain. Quoi qu'il en soit, purée, quel flashback absolument génial! Il nous dépeint une absurdité, avec nuance, clarté, drame, mise en scène aux petits oignons. On comprend donc le passif de Howler avec la lave, qui n'est pas aussi négatif que je l'imaginais, mais absolument sensé et pertinent, expliquant clairement pourquoi Howler a peur de la lave, car elle connaît son pouvoir, et sait parfaitement de quoi elle est capable. Je ne m'attendais pas à ce que tout ça arrive si tôt, mais c'est en fait super bien placé, car tout fait écho à ce qui va se passer dans le présent de ce chapitre, nous faisant ainsi comprendre les enjeux ainsi que le personnage de Howler plus que jamais, lui, qui sera véritablement au centre de la négociation à venir. Allez, revenons donc dans le présent avec une superbe transition lave. Je fais juste un petit disclaimer pour cette partie. Je vais parfois appeler Charming Man par son prénom, parfois par Yokohama, tout comme je genrerai parfois Dragona au masculin, ce que je fais par défaut, étant donné que pour rappel c'est ce que fait son fraté, mais je le ferai aussi des fois au féminin. L'idée c'est qu'en gros je m'adapte au contexte et à ce que je veux raconter. Genre quand Kei dira elle en parlant de Dragona, je dirai elle. Voilà. Normalement ça devrait le faire, vous devriez réussir à suivre. Charming Man, sous les traits de Yokohama, prendra donc les devants, annonçant son équipe avec détermination. Il y a donc Pink et Noir, pour Jodio, assistant et bagagiste. J'aime que ce délire de nom de code en mode film de casse continue pour toute cette partie. Avant que la confrontation ne démarre vraiment, on a le droit à une toute petite discussion entre Jodio et son frère, dont il est d'ailleurs un peu compliqué de capter s'il s'agit de messe basse ou d'un flashback d'il y a quelques minutes. En tout cas, son objectif est clair, faire redescendre un peu la tension, nous faire dire que notre groupe a toutes ses chances. Howler et compagnie ne cherchent pas des banquiers, mais la cible des balles de Bobby Jean à l'hôpital. Et on le sait, c'est Paco et Meryl qu'ils ciblent pour ça. La voiture de Paco apparaîtra d'ailleurs brièvement en haute page sur le chemin, petit rappel important qu'il se passe des trucs de l'autre côté, et rapide point sur la situation. Ainsi, il ne devrait y avoir aucune raison que leur déguisement ne s'effondre, qui plus est, la lave est de leur côté. C'est bête, mais c'est une de ces petites discussions a priori sans prétention, qui ont pourtant énormément d'importance, dont Araki adore user dans The Jojo Lands. En effet, en plus de renforcer encore et toujours la cohésion parfaite entre Jojo et Dragona, ça explique pourquoi ils sont aussi calmes. Même s'il y a sûrement aussi un peu de « on cherche à se rassurer comme on peut en se répétant des phrases ». On sent un peu une atmosphère de pré-examen ou pré-oral, je trouve. C'est assez fort, et ça permet de retranscrire toute la tension insoutenable de la scène. Quant à lui, Howler est comme qui dirait pas hyper calme. Il a grave la haine, normal, et ses planches de confrontation directe et de regard glaçant me font toujours autant d'effet. Kei West est donc là. Le groupe monte normal, avec Pink Nagasaki qui se présente. Ouais, c'est bien plus crédible comme ça, Dragona, bien joué. Intelligent, ceci dit, de la part d'Araki, là où on pourrait se dire que ces noms de code, c'est grave cramé, en plus de servir la caractérisation de perso. Dragona s'émerveille comme un gosse qui va se pisser dessus en voyant le manège, et Kei complimente sa peau. Dragona lui dira, en réponse à sa question quant à l'école qu'il a dû faire pour servir un homme prestigieux comme Yokohama, qu'il a fait Harvard. Suite à quoi il se retrouvera carrément cramé, car incapable de remettre le nom d'un prof. Le contraste total entre cette grosse bande d'autistes et Howler qui surveille le groupe de manière froide est absolument délicieux. Car ouais, après son interaction de haut niveau, Dragona se retourne et voit Howler flingue à la main. Rien d'étonnant pour l'homme, mais j'aime la tension et la peur que ça exergue. Il en a vraiment rien à foutre, j'adore. Le face-à-face commence, avec une planche montrant les deux hommes au même niveau qui puent le rat, avec le flingue au centre de tout ça. Charming Man, gardant cependant un calme olympien face à une situation plus que tendue, lui demande s'il aura vraiment besoin du gun. La réaction de Howler sera bien étrange. Il lui dira qu'il n'en a en effet pas besoin, mais qu'en est-il de Yokohama? J'ai mis beaucoup de temps avant de capter cette réplique. Est-ce que c'est une évocation indirecte du fait qu'il a un stand et donc qu'il n'aurait pas besoin du gun? Est-ce qu'il se rend juste compte qu'il est débile d'avoir sorti un gun, que ça pourrait lui porter préjudice? Je pense plutôt qu'en disant ça, Howler met un gros coup de pression à Charming Man. En mode le « qu'en est-il de toi ?» implique le fait qu'il tient à Charming Man de décider si Howler aura besoin du flingue ou non. Genre, s'il prend son deal, bien qu'il ne sache pas encore de quoi il est question, tout va bien se passer. Ça fout dès lors une grosse pression sur les épaules de Charming Man, alors même que l'échange n'a pas commencé. Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec toi Howler, ouais, tu fais jeune. Howler rappelle qu'il n'aura pas besoin du flingue, tandis que Josuke et ses doubles amènent une mallette. J'aime. Ça coïncide parfaitement avec Howler qui dit qu'il n'a pas besoin du flingue, l'homme étant sûr de son plan qui s'apprête à être révélé, tandis qu'on voit les marins arriver avec cette mallette.
Cette ambiance de deal en mode film de gangster avec la pression de Howler, j'adore. Alors, qu'en est-il de ce fameux deal? Il est enfin temps de savoir. Howler va ouvrir la mallette, révélant alors 2 millions en cash. Et des mallettes comme celle-ci, il y en a 20, ce qui fait ni plus ni moins que 40 millions. Ces 40 millions, il propose de les donner personnellement à Charming Man, mais aussi à Jodio et Dragona, pour un total de 120 millions à 3. En faisant ça, Howler joue la carte de la persuasion à l'avantage personnel, du genre « Oublie la banque, t'as beau avoir un poste à haute responsabilité, tu restes un employé. Et en tant qu'employé, en tant qu'humain, avoir 40 millions dans ta poche, ça t'arrange carrément. » Il le convainc que ça l'arrangerait lui en tant qu'humain, qu'on s'en fout de la banque en gros, et c'est ultra intelligent. Je sais pas si c'est un move proposé par Kay, ou si ça vient de sa propre initiative, on l'a bien compris, les deux sont possibles avec Howler, mais dans tous les cas, cette idée d'aller toucher la corde sensible en proposant une corruption, c'est brillant. Un sacré coup de pression pour un Howler qui en impose véritablement dans cette scène. Et puis, s'en sortir avec 120 millions au lieu de 30 milliards, ah ouais, il est fort. J'ai juste pas compris ce que Howler a derrière la tête quand il demande à Yokohama de le couvrir, en utilisant sa position à la banque. Oui, mais comment? En trouvant une excuse, une raison valable pour expliquer où est passé le fric que Howler leur doit? Ça paraît plutôt couillu. En fait, je sais pas à quel point le directeur des ventes d'une banque a du pouvoir, genre, est-ce qu'il pourrait camoufler de l'argent aux yeux de ses supérieurs? Les banquiers des commentaires m'éclaireront. En vrai, je pense qu'il faut pas chercher bien loin. Howler disant que même s'ils se font prendre, ils auront assez d'argent pour de toute manière démissionner et fuir. Il ne doit donc pas bien non plus y croire lui-même à cette idée que Yokohama le couvre au sein de la banque, et se contente de résoudre le problème à court terme. Vu ce que Charming Man dira peu de temps après, comme quoi la proposition initiale de Howler était plutôt risquée, ce qu'il faut en retenir sans trop se prendre la tête, c'est que chacun cherche à enculer l'autre en fait. Après, que les plans pour ça soient parfaits et sans risque à long terme, c'est une autre histoire, ça doit être réglé vite. Il y a juste un petit cafouillage dans les traductions qui m'a laissé un peu circonspect. Dans la version anglaise de Iwamata Noboru, en parlant de Dragona, Howler dira qu'elle a l'air intelligente, qu'elle pourrait s'occuper des documents de la dette des 30 milliards. Sachant que ça arrive juste après ses dires quant au fait que Yokohama devrait pouvoir se servir de la banque pour le couvrir, il veut sûrement dire là que c'est à Dragona que reviendrait cette tâche, elle pourrait trouver une façon intelligente de le faire. Alors que dans la version française de Stairway, Howler dira qu'il prendrait bien les documents des 30 milliards avec lui, ainsi que Dragona, qui est une superbe fille, en mode gros chacal quoi. Je trouve que la trad anglaise fait beaucoup plus de sens ici. N'hésitez pas, s'il y en a qui comprennent le japonais, à me dire ce qu'il en est en commentaire. Et si j'ai pu permettre à Stairway de repérer une faute, eh ben tant mieux. Bref, Jodio, réagissant à la proposition de Howler, va chuchoter quoi faire à Charming Man. J'aime beaucoup cette idée. C'est parfaitement en accord avec Jodio, qui lit toujours les opérations tout en se faisant discret. La mise en scène à base de phrases qui s'écrivent en mode narrateur, tandis que tout le monde se toise et que Charming Man sort des documents, j'adore. Ce qu'il dira, c'est que si c'était des vrais banquiers, ils auraient accepté. Mais ce qu'ils veulent, c'est le faire tomber, alors c'est pas suffisant. La moralité douteuse, la petite ironie sur la corruption des banquiers, j'aime ça. Et j'aime aussi le discret « ce type » de Jodio en parlant de Howler, qui raconte beaucoup sur ce que ressent Jodio envers lui avec très peu. Et c'est toujours ouvert avec Howler. Perso, je le prends comme un « ah ouais, il est fort cet enfoiré ». Mais ça pourrait toujours être un « ah ouais, il est con ce mec ». J'aime bien ce petit doute qui plane même inconsciemment, même si c'est pas volontaire de la part d'Araki. Charming Man passe donc à l'offensive. Soit, mais il est question de sécurité nationale. Et dans tous les cas, le gouvernement va saisir le terrain dans les 72 heures. Howler répondra encore et toujours en niant, maintenant ce que j'ai dit la dernière fois quant au fait qu'il est, ou fait, complètement l'aveugle. Kay rétorque que ce problème quant à la production d'armes, ils s'en occuperont. La banque n'a rien à voir avec ça, avec cette soi-disant fausse rumeur. Cette simple réplique vient apporter de la cohérence et montrer que Kay fait bien son taf d'avocate. Howler dira qu'il n'y a aucune preuve d'illégalité, pour autant est-ce que ça veut dire que c'est faux? Toujours ces nuances, toujours ces doutes qui planent, j'adore. Suite à ça, Charming Man mentionne l'absurdité au cours d'une case qui gosse très hard. Et oui, Howler pense s'en sortir avec de l'argent, mais c'est tout bonnement impossible, absurde. Son plan, son deal est absurde. J'ai adoré le fait que ce soit suite à un chuchotement discret de Jodio que Charming Man ait mentionné l'absurdité. Jodio est vraiment obnubilé par ça, et ça montre une fois de plus que c'est lui qui maîtrise les négociations. Voici les arguments qu'il avance. Même s'il est innocent quant à cette histoire d'armes, l'usine sera arrêtée temporairement pour le contrôle du gouvernement, et l'entreprise sera dans le rouge. Ce qui sera la merde pour Howler, mais aussi pour la banque Dolphin, qui doit récupérer son argent. Howler a alors tout intérêt à coopérer avec Charming Man pour s'en sortir. Voyons donc son offre. Ce qu'il propose à Howler, c'est plus qu'il leur rembourse les 30 milliards en cash, mais qu'il leur file le terrain de l'usine de munitions, et ce, en échange d'un autre terrain appartenant à la banque, sur lequel il pourrait, pourquoi pas, faire un superbe ranch. La garantie du prêt de Howler deviendrait donc le terrain de la banque, et plus le Walalai.
Dans ce cas, peu importe ce que l'État fera de l'usine d'armes, Howler pourra les garder, ces 30 milliards. Et de toute façon, si l'usine s'avère innocente, la banque Dolphin laissera Howler racheter le terrain. Putain que c'est diabolique. Bien sûr, ces deux terrains n'ont pas des valeurs égales, mais il suffit de modifier les données dans les contrats pour qu'elles le deviennent. C'est de la pure corruption, de la pure falsification de documents. En faisant ça, Charming Man montre qu'ils jouent aussi à leur jeu, avec leurs règles douteuses et leurs magouilles. En tout cas, ça fait plaisir de voir Howler en sueur à l'idée de perdre son terrain. L'homme ne s'attendait pas à une telle réponse de Yokohama. Même Kei est surprise, et demandera à Yokohama si son poste lui offre le droit de faire de telles choses. Ce à quoi il répondra qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie, indiquant donc une certaine confiance de cette dernière envers lui. Viendra alors une révélation choc, un véritable coup assassin envers Howler qui m'a fait bondir de ma chaise, puisqu'en effet, Jojo sortira les documents tout prêts pour effectuer la transaction, comme ça, direct, et, accédant à ses pensées, on apprend qu'il n'y a en réalité aucun échange de prévu sur ce contrat. Ils veulent enculer Howler à sec, sans aucune once de pitié. Ils garderont la thune et le terrain, et ils vont tout prendre. Putain la hype, l'exaltation, que j'aime Jojo et ses immenses couilles discrètes, bordel. On apprendra ensuite deux éléments intéressants. Premièrement, Paco n'est pas parti seul, Usagi l'a rejoint, et il se trouve présentement devant le portail. Pur rêve personnel qui sort de nulle part, j'aimerais trop que le chapitre 24 s'ouvre sur Paco et Usagi qui rentrent dans le bureau de Meryl, et la voit posée sur son PC, pleine de sang, avec les deux cadavres de ses assaillants gisant à côté, suivi d'un flashback qui viendrait raconter le combat, pourquoi pas. Ça montrerait de manière terrifiante qu'on avait raison d'avoir peur de Meryl, après l'avoir vu pour la première fois en difficulté le mois dernier. Bref, revenons sur Terre avec ce deuxième apprentissage. En réponse à Kei qui fait son taf d'avocate, Yokohama va révéler que la terrorité des ancêtres de Howler se limite au ranch. L'usine de munitions est un business lancé en parallèle par Aka Howler lui-même. Ce que je théorise, c'est que ça renforce complètement ce côté où Howler ne se rend pas compte des conneries qu'il fait, de ce qu'il est capable de faire pour augmenter son capital. J'aime trop ça. Enfin, alors que Howler est en très mauvaise posture, pause, la lave s'effrite. C'est d'ailleurs l'homme lui-même qui le fera remarquer, en utilisant la même tournure que moi. C'est surprenant, mais à la fois on met ça en lien avec ce qui se passe dans ce flashback du début de chapitre, encore un foreshadowing local parfaitement à propos, et quoi qu'il en soit, on se demande ce que c'est que ce bordel, tandis que la balance penche à nouveau du côté de Howler. Purée, ces ascenseurs émotionnels, cette tension. J'adore le fait que Howler va, même en étant dans la pire situation possible, reprendre d'un coup un calme olympien. Il sait que c'est terriblement important, et que surtout, la couverture de nos héros est brisée. L'homme sait désormais qu'il n'est pas en face de Yokohama. Faisant en même temps que nous le lien avec son passé et cet incendie, Howler perd à nouveau son calme, prend les devants et pointe son gun sur Dragona, signant une fin de chapitre absolument intense, plus tendue que jamais. Purée, l'antagoniste même pointe un gun sur nos protas, la lave échappe à tout contrôle. Sincèrement, jamais une situation n'a été aussi catastrophique à la fin d'un chapitre. Quelle folie! Mais reprenons nos esprits quelques instants, vous voulez bien? Pourquoi la lave se détériore? Je ne vais pas partir dans des longues et détaillées théories, déjà parce que la review commence à être longue, et surtout parce qu'on manque évidemment d'éléments. Mais voici une petite liste de possibilités qui me sont venues en tête. Il y a trop d'objets de valeur réunis au même endroit. D'une valeur qui plus est beaucoup trop élevée, alors la lave pète un plomb? Peu probable. Elle a pourtant réussi à gérer l'équivalent de 30 milliards jusque-là, avec le DID. Une transaction est en cours, et se passe de manière un peu étrange avec plein de contradictions, alors elle pète un plomb? Ouais, non. Ceci dit, et si une règle pour l'instant inconnue avait été bafouée? Si le fonctionnement de la lave possédait des contraintes qui sont encore inconnues à nous et notre équipe? Pourquoi pas? Et qui sait, peut-être que Rohan, lui, aurait la réponse. Est-ce que ce ne serait qu'une question de temps? La lave vieillit, faiblit avec les âges, et par malchance, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de se détériorer? Ça me paraît vraiment probable, et s'expliquerait pourquoi Howler ne serait a priori plus en possession d'un rocher. Car oui, sinon il aurait sans doute mis le DID sous sa protection. Est-ce la limite de la lave? Genre ça y est, elle les a menés jusque-là, maintenant on ne peut plus rien faire pour notre groupe et c'est à eux de gérer? Pourquoi pas, mais je trouverais ça un peu nul. Et enfin, l'hypothèse dans un sens la plus terrifiante, est-ce, encore et toujours, la volonté de la lave? Est-ce que si la lave se dissout devant eux, à ce moment-là, c'est car, à terme, cet événement leur sera utile? Genre, le fait que la couverture soit grillée et que Howler pète un plomb les aiderait en temps et en heure au final? Je trouverais ça absolument fabuleux. Cet ascenseur émotionnel, ce coup de pression, cette idée que la lave même puisse se détruire pour permettre à l'enchaînement d'événements vertueux de continuer, comme si elle avait une conscience qui lui permettrait même de faire ça. Oh là là, ça me fait frémir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire.
Quelle hypothèse vous paraît la plus probable? Est-ce que vous en avez une autre à me faire part? Lâchez-vous, j'ai hâte de vous lire. Quelle fin absolument exceptionnelle en tout cas. Cette tension, ce jeu de pouvoir, ces regards évocateurs, ces planches vides de texte et cette montée en intensité jusqu'à atteindre un sommet, alors qu'on pensait notre groupe sur une bonne situation, purée j'ai adoré. Quel chapitre merveilleux sérieusement. Il était absolument immense dans tous les sens du terme. J'ai pas encore pu vérifier, mais je pense que c'est la review la plus longue à l'heure actuelle, et c'est bien normal car quelle générosité, et aussi quelle complexité. Parce que ouais, mine de rien, toutes ces histoires d'actes de propriété, d'échanges, de gouvernement, de dettes, de garanties, de contrats, c'est complexe. Il y a vraiment des notions compliquées, qui demandent de bien connaître le sujet. On finit par s'en sortir car ce qui se passe est rendu clair grâce aux réactions des personnages. Mais si on veut comprendre absolument tous les tenants et aboutissants dans leurs moindres détails, faut creuser. Même moi d'ailleurs, qui suis là pour ça et espère d'ailleurs vous satisfaire, n'est pas absolument au point et ne comprend pas tout de A à Z. Mais à la fois les commentaires sont faits pour ça, c'est tous ensemble qu'on arrive à décrypter les événements et j'adore ça. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment dingue. Un flashback lourd de sens et d'une pertinence rare, des personnages parfaitement développés et absolument géniaux, putain Howler mais faites qu'ils suivent la trajectoire que j'espère, celle d'un antagoniste principal nuancé et qu'on verra évoluer tout au long de la partie parce que vraiment il y a un potentiel de fou. Kei et son sang-froid, Jojo et ses plans exceptionnels, Dragona et sa goofiness, Charming Man et son immense paire de couilles, même le peu qu'on voit Usagi c'est évocateur, putain qu'est-ce que j'aime ces gars-là. Déjà un de mes crews préférés aux côtés des Stardust et de l'escouade Bucciarati, je rigole zéro. Je le dis à chaque fois, mais ça va évidemment avec une mise en scène quasi irréprochable et une gestion de l'attention inégalable. Le tout avec des planches d'une clarté exemplaire ce mois-ci, qu'on a bien mangé sérieusement. J'espère sincèrement que vous êtes aussi enthousiasmés par la partie que je le suis. Je sais que tout le monde n'était pas convaincu au début, mais j'ai l'impression que les avis s'uniformisent un peu, et ça me régale. Allez, j'ai plus que jamais hâte du mois prochain. Je préchote un chapitre focus sur l'autre groupe, et que donc on devra mettre quelque peu notre mal en patience pour voir la suite de ce bordel avec Howler. Mais, I will be there, no matter what. Et ben voilà, cette review est désormais terminée. Bon, c'est pas la plus longue comme j'annonçais, mais elle est quand même plutôt pas mal conséquente. Très content de l'avoir fini, je suis désolé, ça s'est vraiment étiré. Ceux qui me suivent sur Twitter ou qui checkent la zone communauté ont vu que je l'ai écrit dans des conditions, c'est terrible. J'étais sur le retour dans le train avec une grippe pas possible. Et j'ai écrit ça toute la journée de ce retour en train. Mais en vrai, c'est des bons souvenirs. Quoi qu'il en soit, je me suis ménagé, voilà, c'est pour ça que la vidéo est arrivée un peu tard. Parce que j'ai chopé une grosse grippe, donc je me suis un peu reposé bien comme il fallait, sans taffer à fond sur la review. Et pouvoir un peu tryhard Pirate Yakuza in Hawaii de manière tranquille. Monster Hunter Wilds vient d'arriver, on verra si la prochaine review arrivera en temps et en heure. Mais je vous assure qu'elle sortira avant que le chapitre d'après sorte, c'est toujours ça que je me maintiens. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du chapitre aussi en commentaire, c'est important parce que celui-ci était particulièrement cool, avec particulièrement de la matière à théoriser, donc j'ai hyper hâte de vous lire, et puis écoutez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la review du chapitre 24, alors le mois prochain on est déjà dans ce mois-là en fait, donc on se donne rendez-vous d'ici quelques semaines. Je vous souhaite en attendant de vous éclater sur Monster Hunter, de profiter de la vie, et n'oubliez pas que Jojo Lands c'est quand même vachement bien, bah oui.